Si quelqu'un te dit qu'il veut investir en Afrique à cause de l'Afrique, d'abord il ment. Non, c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show, sur laquelle nous mettons en avant ceux qui font, ceux qui se battent jour et nuit, d'une manière ou d'une autre, pour construire un autre continent. Nous avons le plaisir et le privilège aujourd'hui de recevoir Philippe Simot d'Investir au Pays. Ensemble, nous allons parler des raisons pour lesquelles il est plus que jamais urgent d'investir et de s'investir en Afrique et pour l'Afrique. Nous allons également parler de son initiative Back to Africa. Ce sera intéressant, ce sera du Wonder Show. On se donne juste rendez-vous après le générique. Bonjour Philippe. Bonjour Kevin. Merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. Ça fait la deuxième fois que tu nous accordes tes locaux pour tourner en fait cette vidéo. Pas de problème, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter pour les deux personnes qui ne te connaîtraient pas dans le monde? Bonjour, je m'appelle Philippe Simot, je suis entrepreneur en Europe et en Afrique maintenant depuis quelques années. D'accord. Alors, on te connaît bien évidemment au travers d'Investir au Pays. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles étaient les raisons pour lesquelles tu as eu à mettre en place Investir au Pays et pourquoi ce nom Investir au Pays? Alors, Investir au Pays, le problème c'est que c'est plusieurs choses en même temps. Investir au Pays, c'est le nom de plusieurs sociétés. C'est aussi le nom d'un média, justement, qui est très connu. Et en général, je pense que quand les gens parlent d'investir au pays, ils parlent du média. Oui, le média vient du besoin de créer un espace dans lequel on va pouvoir créer du contenu, non divertissement, parce qu'à l'époque, je constatais qu'il y avait quasiment que du contenu de divertissement pour la communauté noire. Et je trouvais ça très réducteur parce que dans la communauté, il y avait d'autres choses. Et je voulais apporter un contenu sérieux, partager les aventures entrepreneuriales que j'avais sur le continent africain, afin d'inciter un maximum d'autres personnes à faire la même chose, parce que j'étais et je suis toujours convaincu que la diaspora a un rôle primordial à jouer pour le développement du continent africain. Et le business, l'entrepreneuriat est un vecteur hyper important pour atteindre les objectifs. D'accord. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre ceux et celles qui suivent la chaîne Investir au Pays, aiment ce caractère pratique, pratiquement transparent sur toutes les réalités de l'entrepreneuriat en Afrique. Aujourd'hui, on sait que tu es en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rentrer en Côte d'Ivoire et comment est-ce que tu as réussi à t'intégrer dans un contexte en fait, dans lequel tu n'es pas forcément habitué parce que tu es Camerounais, mais tu pars dans un pays étranger? Comment tu fais en fait pour partir dans un pays étranger et t'adapter? Alors déjà, le besoin pour moi était de casser un tabou, justement. Il faut que la diaspora arrête de raisonner en termes de pays. C'est-à-dire que si je veux rentrer en Afrique, je vais rentrer dans mon pays d'origine. C'est très mauvais de penser comme ça, parce que ça nous laisse dans les clivages coloniaux, tout simplement. On a des frontières qu'on n'a pas choisies. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de se battre, notamment avec l'espace Zeleka, pour créer une libre circulation sur le continent africain. Preuve qu'on est bien conscient du besoin de casser les frontières. Moi, le désir de rentrer en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement est dû au fait que quand je suis allé en Côte d'Ivoire pour la première fois en 2019, j'ai ressenti dans ce pays-là très rapidement que j'étais comme chez moi. Parce que c'est un pays dans lequel on ne te discrimine pas du tout en fonction d'où tu viens, on ne te pose même pas la question, même si bien évidemment à ton accent on peut se douter de quelque chose. Mais ça reste la belle famille? Ah, j'entre pas dans ça, moi. Ça c'est sur vos games. Je n'entre pas là-dedans du tout. Non, je considère que c'est un pays. Et puis, c'est un pays dans lequel il y a un vrai boom économique et qui se ressent. Et il faut être là où les choses se font. Tu l'as dit tout à l'heure. Il faut être là où les choses se font. Et à ce titre-là, j'ai voulu bien évidemment aller travailler en Côte d'Ivoire pour, à mon niveau, contribuer à faire bouger les choses sur place. Encore une fois de plus, ceux et celles qui te suivent sur ta chaîne Investir au Pays savent que tu partages les réalités, les difficultés de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire, face à une certaine difficulté ou alors à certaines difficultés, c'en est de trop, il faudrait que je rentre chez moi? Enfin, en France ou en Europe ou chez toi? Non, jamais. Non, jamais. Je ne me suis jamais dit, il faut que je rentre chez moi. Par contre, je me suis déjà dit, il faut que je vire tout le monde. Ah ouais. Et que je recommence. Waouh. Oui, non. Je ne me suis jamais dit qu'il fallait que j'arrête. Jamais. Les échecs, j'en rencontre. Mais quand j'ai le sentiment que c'est pas le système qui pose problème, ce sont les personnes. Ça, c'est le pire scénario pour moi.
c'est qu'il faut tout remettre à zéro et tout recommencer. Ça, c'est vraiment le scénario dans lequel c'est pour moi le scénario dans lequel je suis le plus, comment je vais dire ça, c'est ma limite. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Je ne vais jamais me dire il faut que j'arrête d'entreprendre ou bien non, jamais. Par contre, je peux me dire c'est pas la bonne équipe. Il faut tout changer. D'accord. En parlant de difficultés, est-ce que tu peux nous partager quelques 2-3 difficultés par lesquelles tu as eu à passer dans tes différentes activités en Afrique? Et est-ce que ces difficultés, parce que tu es également entrepreneur en Europe, est-ce que ces difficultés sont plus ou moins différentes? Est-ce que ce sont les mêmes? Le facteur clé pour réussir en business aujourd'hui, c'est la ressource humaine. C'est la ressource la plus complexe et la plus pertinente. C'est-à-dire que c'est le coefficient intellectuel de ta boîte. C'est la matière grise. On a tendance à penser que c'est la voiture, c'est la maison. Non. Ce sont les hommes, parce que ce sont des ressources que tu peux perdre du jour au lendemain. Ils peuvent décider d'aller chez quelqu'un d'autre, d'arrêter de bosser avec toi. Et ça, c'est la partie la plus instable de mes activités sur le continent, parce que la plupart des personnes que tu trouves qui sont compétentes veulent lancer leur propre projet, donc ne veulent pas forcément bosser pour une boîte. Celles qui veulent bosser pour une boîte ne sont peut-être pas assez corporate pour pouvoir intégrer le moule et donner la satisfaction qu'il faut. Donc tu en arrives à un stade où c'est toi qui dois former tes gars en fait. Et la difficulté, c'est quand tu as fini de les former et il faut s'assurer qu'ils ne partent pas pour bâtir sur du long terme avec quelque chose de solide. Donc l'essentiel de mes difficultés vont être autour des personnes. Mon personnel, les clients, les fournisseurs, c'est souvent des problèmes de personnes. C'est la même chose en France. Juste qu'en France, la loi encadre beaucoup de choses et fait que il y a une justice qui fait que tu peux à peu près être sûr que si tu ramènes une histoire au tribunal, tu peux trouver gain de cause. Dans nos pays, ce n'est pas le cas. Tu peux être totalement victime de tout ce que tu veux. J'ai déjà expliqué beaucoup de problèmes. J'aime souvent, mais quand tu parles de tes problèmes sur YouTube, va en parler à la police. Et chaque fois que j'entends ça, je rigole parce que je me dis, celui qui dit ça, il n'a aucune idée de ce que c'est que la police dans nos pays. À chaque fois qu'on a un problème, on va d'abord à la police. D'abord, depuis des années. Des premiers vols que je raconte sur la chaîne, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours tout ramené à la police. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a jamais été réglé par la police. Absolument rien. Donc tu es dans un endroit dans lequel la justice ne permet pas de pouvoir régler des problèmes. Tu es obligé d'utiliser d'autres voies et moyens pour pouvoir essayer d'obtenir gain de cause. D'accord. Et est-ce que de manière générale, il t'arrive parfois de te dire, Philippe, je ne peux pas me permettre de réussir. Bien sûr, j'entends que tu pourras passer par certains petits échecs entre des mets, certaines difficultés, mais au regard du mouvement que tu as créé, demander aux gens de rentrer investir en Afrique, etc., est-ce qu'il t'arrive souvent de te dire, de ce fait, je ne peux pas me permettre d'investir parce que quelque part, je suis... Enfin, d'échouer, merci. D'échouer. Parce que quelque part, en fait, je suis considéré aujourd'hui comme un modèle pour plusieurs personnes. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas ça qui me guide. C'est pas la raison pour laquelle je me lève le matin. Mais je suis conscient que... déjà, c'est quoi échouer? Il faut bien clarifier ce que c'est. C'est pas le fait de lancer un projet qui ne marche pas. Ça, tous les entrepreneurs le font. Et je n'ai pas de honte à ça. Parce que je l'explique d'ailleurs. Beaucoup de gens, justement, qui n'ont pas compris l'entrepreneuriat pensent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait. Et le jour où ça ne marche pas, c'est un faux entrepreneur. Non, pas du tout. Les vrais entrepreneurs, je rappelle tout le temps, Dangote échoue beaucoup. Beaucoup de gens le suivent juste par le parcours Dangote. Il a essayé de lancer une banque qui a échoué. Il a essayé plein de projets qui ont échoué. Hein. Mais on se souviendra juste qu'il a lancé la cimenterie, ça a marché, ainsi de suite. Et c'est ce qui est beau à l'entrepreneur, c'est qu'on oublie tes échecs. quand ça marche, hein, on oublie tes échecs. C'est un peu comme quand une femme accouche, on oublie les 9 mois de grossesse et de difficultés. On se souvient juste que le bébé est né. On se rappelle toujours du train qui est en retard. Voilà, c'est ça. Donc non. Moi, ma logique par rapport à tout ça, c'est de dire, je sais que si aujourd'hui, l'échec pour moi, ce serait d'abandonner. Ce serait de dire, j'arrête. Là, ce serait un échec parce que ça va probablement décourager beaucoup de personnes qui, au travers de mes aventures, malgré la difficulté, voient que j'avance et se disent, on peut y arriver en fait. Yeah. Et donc, même si ce n'est pas ce qui me drive, parce que j'ai d'autres choses qui me drive, je suis conscient du fait que je n'ai pas le droit d'abandonner. Qu'est-ce qui te drive justement? Ce qui me drive, c'est le fait de contribuer à mon niveau à faire que les choses changent. Je ne suis pas drivé par une peur, je suis drivé par quelque chose de positif. Je sais que la peur, que si j'abandonne, voilà ce qui va se passer. Mais c'est pas cette peur-là qui me drive, tu vois. C'est un peu comme si tu es en relation avec quelqu'un et tu es avec elle parce que tu as peur qu'elle te quitte. Non, je suis avec elle parce que je l'aime.
Tu vois? Donc, il faut bien faire ce distinguo-là. Je ne fais pas ce que je fais parce que j'ai peur que les gens vont être déçus, même si je sais qu'ils vont l'être et que je ne veux pas forcément les décevoir. Je fais ce que je fais parce que je suis porté par une mission que j'estime positive, qui est de réussir, d'aider des gens à réussir et de montrer aux autres qu'on peut réussir chez nous aussi. Super. Aujourd'hui, ça fait déjà plus d'un an, il me semble que tu es rentré en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais un bilan positif de ce retour et est-ce que tu te dis j'avais raison de rentrer? Ah oui, complètement, à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est positif, à tous les niveaux. Après, il faut savoir que moi j'ai maintenant ma base en Afrique, moi je continue de beaucoup voyager. Là, on se voit à Paris, j'étais en Inde, enfin je voyage de partout. C'est juste qu'avant, je voyageais, je rentrais à Paris, la maison c'était à Paris. Maintenant, elle est à Abidjan. Mais non, tout est, les principaux points sont positifs. L'adaptation familiale, les enfants, l'école. Parce que le retour, c'est pas juste les affaires. Ce qui fait que le retour soit réussi, c'est que les autres personnes de la famille trouvent leur repère. Parce que si c'est juste toi qui vas là-bas et que tout le monde est fâché autour de toi, ben, c'est pas totalement ça. Donc non, à mon niveau, c'était plutôt bien. Puis au niveau des business, le fait d'être sur place permet de pouvoir faire les virements qu'il faut. Parce qu'il faut bien partir du principe que dans un business, il faut être flexible. Je suis parti là-bas avec une idée bien précise de business. Aujourd'hui, je suis en train de la réajuster au fur et à mesure. Je suis en train de me lancer dans la promotion immobilière, construire, vendre des maisons. Quand je me lançais au début, j'y pensais, mais je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure assez rapidement. Donc, être sur place, être dans le quotidien des équipes, les former, fait que je suis beaucoup plus flexible. Ce qui est très difficile quand tu es à distance. C'est que tu subis les événements avec beaucoup de retard et tu n'as pas la flexibilité qu'il faut pour pouvoir réagir. D'accord. Philippe, d'après toi, pourquoi est-ce qu'il est important d'investir ou alors de s'investir en Afrique ou pour l'Afrique? Non, alors ça, tu vois, c'est une hypocrisie. La première raison pour laquelle les gens font les choses, c'est d'abord pour eux-mêmes. Tu vois? Et si quelqu'un te dit qu'il veut investir en Afrique à cause de l'Afrique, d'abord, il ment. Non, c'est pas vrai. Ça fait beau, tu vois, ça fait corporate de dire Storytelling. Ça fait beau de dire ça. Non, la première raison, c'est que faire du business en Afrique va d'abord te changer toi, en fait. Ça va changer ta vie, ça va changer ta famille, ça va changer tes finances, ça va changer ton impact et ça va bénéficier à la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il n'y a que de bonnes raisons d'investir en Afrique, quasiment. Les raisons qui peuvent freiner les gens, c'est la difficulté. Oui, il y a des arnaques, mais il n'y a pas des arnaques. Ouf. Moi, je me suis fait arnaquer en France. Il y a des arnaques partout. Mais fondamentalement, oui, non. Investir en Afrique, bien évidemment, tu n'as pas les infrastructures comme en France, tu n'as pas les routes comme ici, tu n'as pas X, Y, Z, la fibre comme ici, au même débit. Mais il faut être honnête et reconnaître que beaucoup de nos pays font de grands progrès en termes d'infrastructures, construisent de plus en plus. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui en 2023 comme en l'an 2000. Non, c'est pas vrai. Les pays avancent. Ce n'est peut-être pas encore au niveau occidental, mais ça avance au niveau des infrastructures, même médicales, ça avance. Et puis surtout, il faut juste se poser la question de quelle est l'utilité de ta vie. Moi, c'est ce qui m'a à la base poussé à commencer à investir en Afrique. Hein. Une fois de plus, c'est personnel. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je gagne de l'argent chez Areva, mais je suis un pion interchangeable. Alors que quand je vais au pays, avec peu d'argent, je peux donner du boulot à quelqu'un, ça change sa vie. Et ça m'a fait me rendre compte qu'avec peu d'argent, je peux faire du business, donc gagner de l'argent moi-même avec le business, donc gagner de la liberté, parce que ça me permet de pouvoir être beaucoup plus libre de mes mouvements. Mais en parallèle de ça, avoir un impact réel, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus visible et mesurable pour moi que ce que je faisais derrière un ordinateur chez Areva.